Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Il bénéficiait d'une liberté provisoire depuis fin octobre dans l'affaire du putsch manqué. Voici qu'il est de retour en prison, cette fois à Lamako, pour son implication dans l'affaire d'Abou Boukari, l'étudiant en médecine qui a trouvé la mort dans des conditions non encore élucidées. Depuis l'ouverture du dossier en 1999, c'est un grand bond que connaît ce dossier d'Abou Boukari en cette année 2017. Dans ce journal, la réaction de l'avocat de la famille de l'étudiant. Zoom dans cette édition sur un des projets phares du ministère en charge de l'énergie, des mines et des carrières. Cet après-midi a été lancé un projet d'électrification d'une grande envergure. En plus du changement de l'éclairage urbain pour le système LED, l'électrification solaire est en cours pour les infrastructures sanitaires et scolaires en milieu rural. Plus de détails avec le ministre en charge de l'énergie, notre invité ce soir. En Côte d'Ivoire, c'est une série de limogeages qui défraie la chronique. Dans un communiqué rendu public sur la télévision nationale, le président Ouattara démet de leurs fonctions les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Ces changements interviennent au lendemain d'une mutinerie de militaires qui avait paralysé Bouaké et d'autres agglomérations de la Côte d'Ivoire. Mais avant, cap sur Kosiam, où le président Kaboré s'est entretenu avec plusieurs personnalités ce 10 janvier. Il s'agit du président du Conseil exécutif de l'Union africaine des ONG et développement et du président du Collège ouest-africain des chirurgiens. La synthèse des audiences dans ce compte-rendu signé Souleymane Sanou et Aimé Solange Guigma. Du 27 février au 3 mars 2017 se tiendra à Ouagadougou un congrès des chirurgiens venus de l'Afrique et du monde pour discuter sur l'accessibilité des soins de qualité à la population. C'est l'annonce faite par le Collège ouest-africain des chirurgiens au président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Un congrès qui réunira toutes les spécialités chirurgicales et au cours duquel la population pourra recevoir des soins gratuits. Before the conference actually starts, une semaine avant cette conférence, le collège organisera un forum d'intervention chirurgicale gratuite pour plus de 600 patients dans la région de Waïgouya et aux alentours. Un séjour au Burkina pour l'installation de la coordinatrice pays de l'Union africaine des ONG et développement à la personne de Martine Yabré, le président du conseil exécutif de la dite Union est venu solliciter l'appui du président du Faso pour la tenue d'une conférence internationale sur l'économie sur le territoire burkinabé dans les prochains mois. Cette société civile attend beaucoup du Burkina Faso et qui est en train de devenir aujourd'hui un pays incontournable en Afrique, surtout avec le plan national de développement économique et social qui vient d'être lancé. Nous sommes donc impliqués dans ces différents plans dans les différents pays. Cette société civile organisée en réseau est présente dans l'ensemble des pays africains et intervient dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'assainissement et de l'hygiène. Semi-présidentiel, c'est le régime retenu pour une 5e république par les commissaires de la commission constitutionnelle. 2 mois après l'ouverture de leurs travaux, ils se sont penchés sur plusieurs points et l'on peut citer entre autres la stabilité et l'équilibre des institutions, la consolidation de l'état de droit ou encore l'équilibre des pouvoirs. Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga ont assisté à la conférence de presse animée ce mardi par la commission, leur compte rendu. La commission constitutionnelle, après 2 mois de travaux, a maintenant un avant-projet de constitution. Dans cet avant-projet validé consensuellement par les commissaires article par article, selon le rapporteur général Luc-Marie Sibriga, 5 grandes tendances ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des commissaires. Il y a la stabilité et l'équilibre des institutions ainsi que la transparence du jeu politique, la consolidation de l'état de droit, la redevabilité dans la gestion publique, l'indépendance de la justice et l'équilibre des pouvoirs. Et sur ce dernier volet, les commissaires ont à l'unanimité admis le régime semi-présidentiel pour la 5e République. Les commissaires ont conservé l'option du régime semi-présidentiel, mais en encadrant mieux la fonction présidentielle et en faisant en sorte que
la répartition du pouvoir entre le président et le gouvernement soit clairement faite. Ainsi, certaines prérogatives du président lors de la nomination aux hautes fonctions doivent recueillir l'approbation de l'Assemblée nationale. Le président ne peut plus user du référendum pour poser un certain nombre de questions visant à réviser la Constitution. Convaincu que tout repose sur une loi fondamentale de bonne qualité, la Commission constitutionnelle entend entreprendre une grande campagne d'explication et recueillir les propositions de la majorité des Burkinabés. Pour y arriver, les commissaires vont sillonner les 13 régions du Burkina, mais pas seulement. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Ghana et le Mali. Ensuite, nous allons aller même jusqu'en Europe, où il y a beaucoup de Burkinabés. On ira à Paris, à Bruxelles et à Rome. En même temps, on ira également à New York et à Montréal pour les Amériques. Ça veut dire que nous avons étudié tout cela. C'est difficile par les gens qui courent, mais il faut le faire parce qu'il y a des Burkinabés comme nous, comme vous, qui attendent des explications. À l'issue de cette vaste campagne, les commissaires vont corriger les insuffisances et intégrer les propositions pertinentes au projet avant de le remettre au président du Faso, qui aura 8 jours pour faire ses amendements. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale face aux partis politiques. Il s'agit de ceux ayant pris part au municipal du 22 mai dernier. Simon Compaoré informe d'une reprise probable des élections partielles dans les communes qui connaissent des difficultés dans la mise en place de leurs exécutifs locaux. 19 communes sont ainsi concernées. La décision, c'est le Conseil des ministres qui va la prendre. Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié pour le reportage. Le ministre d'État Simon Compaoré et son équipe envisagent les jours à venir déposer un dossier en Conseil des ministres, un rapport relatif à une reprise partielle des élections dans les communes rurales et urbaines qui connaissent actuellement des difficultés de fonctionnement après les élections municipales du 22 mai 2016. Lorsque le fonctionnement d'un conseil municipal se révèle impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret pris en Conseil des ministres. Alors, cette alternative à laquelle je souscris aura le mérite certainement de permettre la tenue d'élections partielles à l'issue desquelles l'on procédera à la mise en place de nouveaux organes à la tête des collectivités territoriales en difficulté. 3 catégories de communes sont concernées. Il s'agit d'abord des communes qui n'ont pas pu mettre en place leurs exécutifs locaux. Il s'agit des communes suivantes: Barani, Kouyi, Zabré, Kanchari, Karangasso-Vigué et l'arrondissement 4, la commune de Ouagadougou dans la région du centre. Ensuite, celles qui ont pu mettre en place leurs conseils municipaux mais n'arrivent pas à fonctionner. Il s'agit donc des communes suivantes: Kombori dans la région de la boucle de Mouhoun, Andemtenga et Zouaga dans la région du centre-est, Tiende dans la région du centre-ouest, Ziga et Dablo dans la région du centre-nord, Sapone dans la région du centre-sud, Madjouari dans la région de l'est, Dandé dans la région des Hauts-Bassins, Seitenga et le conseil régional de la région du Sahel. Et enfin, les communes où les conditions n'étaient pas réunies le 22 mai 2016 pour l'organisation des élections. Il s'agit de la commune de Beguedou, de Broumbroum et de Zogoré. Les auditions des inculpés dans la tentative de libération des généraux Bassolé et Diendéré se poursuivent au tribunal militaire. Aujourd'hui, un caporal et un marabout ont été entendus par la Cour. Tous deux réfutent leurs déclarations lors de l'enquête préliminaire. Daouda Ouattara, Zobaviel David Dabiré. À ce 5e jour d'audience, 2 accusés à la barre, en l'occurrence le caporal Mamadi Zalé et Cheikh Alassane Ouedraogo, un marabout de profession, présenté comme le gourou de la bande.
L'accusation reproche aux religieux les faits d'association des malfaiteurs et de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Si le marabout de 47 ans avait reconnu en enquête préliminaire sa participation à la rencontre préparatoire de la tentative de libération des généraux, il se rétracte ce matin devant le tribunal. Cheikh Alassane Ouedraogo récuse en bloc les faits qui lui sont reprochés. Il déclare plutôt avoir surpris des militaires en réunion chez son ami le caporal Madi Ouedraogo. Interrogé sur ses relations avec le général Gilbert Djendjere, il reconnaît avoir rendu 2 fois visite à Gilbert Djendjere à la maison d'arrêt et de correction des armées et rencontré Hippolyte Djendjere, le frère du général, mais pour des raisons d'ordre religieux. Pour la détention d'armes de guerre, il déclare avoir reçu du caporal Mamadi Zalé un sac dont il ignorait le contenu. Un sac qu'il confiera à son tour à son beau-frère Gilbert Guira, le chauffeur de tricycle. Pour une manifestation de la vérité, les accusés sont soumis à une confrontation à la barre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aucun accusé ne se reconnaît dans les propos recueillis en instruction. Pour les avocats de la défense, cela met en cause la crédibilité des déclarations recueillies par les officiers de police judiciaire au cours de l'enquête. Et selon Maître Arnaud Ouedraogo, tout ce procès tourne autour des aveux et non des preuves tangibles et irréfutables. Mamadi Zalé a quant à lui reconnu les faits de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Les auditions se poursuivent demain au tribunal militaire. Et nous y reviendrons toujours avec Zoubaviel David Dabiré. L'information a été rendue publique la nuit dernière et alimente la presse en ligne et les réseaux sociaux. Le colonel Mamadou Bamba révélé au public lors du putsch manqué et qui diffusait sur ce plateau même télé les communiqués est de nouveau sous mandat de dépôt. Cette fois, il est à la Mako puisqu'inculpé dans l'affaire d'Abo Boukari. Maître Benewende Sankara, qui suit le dossier, a donné une réaction. Suivez ce reportage de Bilidou Bazongo et Tanga Kafando. Sa liberté provisoire dans l'affaire du coup d'État manqué n'aura duré que quelques mois. Le colonel Mamadou Bamba retourne en prison, cette fois-ci à la Mako, dans l'affaire d'Abo Boukari. L'information est tombée dans la presse et sur les réseaux sociaux, une information confirmée par Maître Benewende Sankara, l'avocat de la famille. Effectivement, depuis le 9 janvier 2017, le juge d'instruction qui suit ce dossier a auditionné environ une quarantaine de personnes et au regard des indices, au regard des charges qui l'ont amené à convoquer effectivement le colonel Bamba, il a entendu et il a été inculpé le 9 janvier 2017 pour complicité d'arrestation et de séquestration aggravée de personnes, dont l'étudiant d'Abo Boukari. C'est une inculpation de taille. Une inculpation de taille qui satisfait l'avocat, convaincu que c'est une piste vers la manifestation de la vérité. Nous espérons que cette piste-là puisse nous conduire à cette manifestation de la vérité pour que le peuple lui-même ne désigne pas ses coupables tout faits. Parce que la justice, ça peut durer, ça peut prendre tout le temps qu'il faut, mais l'essentiel, comme nous le disons, aussi long est la nuit, le jour viendra. Le dossier d'Abo Boukari suit donc son cours avec certainement des rebondissements et Maître Benewende Sankara dit rester vigilant et déterminé pour la vérité et la justice. Dabo Boukari est l'étudiant de 7e année de médecine assassiné en mai 1990 et depuis lors, les étudiants, à travers les organisations, réclament justice. Et nous revenons sur l'avenue de l'Indépendance devant les locaux du ministre d'État qui a connu un mouvement particulier ce matin. Les policiers radiés en 2011 exigent leur réintégration dans la fonction publique. Ils ont pour ce faire crié leur impatience devant le cabinet du ministre Simon Compaoré. Le scénario s'est avéré payant puisqu'ils ont été reçus par le directeur général de la police, même si l'objectif était d'être face au ministre lui-même. Constat, Issaka Ouedraogo et Aruna Maré. Circulation perturbée, dispositif sécurité exceptionnel ce matin sur l'avenue de l'Indépendance. Les policiers radiés après les mutineries de 2011 crient encore leur colère devant le cabinet du ministre en charge de la sécurité.
La réintégration, hein, c'est ça qui nous préoccupe actuellement. Nous ne voulons pas que ça dégénère, parce qu'en réalité, si ça dégénère, ce ne sera pas bon ni pour eux, ni pour nous. Ce ne sont pas des menaces en réalité, mais il faut que les gens comprennent que de la manière dont ils sont prêts pour nous affronter, nous aussi nous sommes prêts comme ça pour les affronter. Voilà, parce que nous sommes venus, nous avons vous voyez, on ne peut pas vous expliquer pour que vous compreniez. Hein? Vous voyez un fonctionnaire qui se retrouve pendant 1 mois sans salaire, vous voyez comment ça se passe? 5 ans. Impossible d'avoir une réaction au cabinet du ministre. À la direction générale de la police nationale, l'on assure que les policiers radiés ont été reçus ici même dans la matinée. Non satisfaits, ils tiennent à rencontrer le ministre d'État Simon Compaoré. Une audience leur a été fixée le 12 janvier prochain. Un calendrier que les policiers radiés disent rejeter. Ils disent à présent attendre l'implication du président du Faso pour leur réintégration. Autre point de l'actualité, l'électrification par système solaire. Le projet porté par le ministère en charge de l'énergie a été lancé cet après-midi. 85 milliards de francs CFA, c'est le montant global du programme d'électrification qui va toucher plusieurs infrastructures socio-communautaires. Les précisions de Salifou Belem et Nathalie Sawadogo. Des pas de danse esquissés ici par ces femmes de Kimfangé dans la commune rurale de Komsiliga pour exprimer leur joie. La raison, l'électrification des infrastructures dans leur commune. Une électrification qui entre dans le cadre du programme d'électrification par système solaire des infrastructures socio-communautaires. D'un coût global estimé à 85 milliards de francs CFA, ce projet a été lancé officiellement cet après-midi à Kimfangé. Un projet qui se décline en plusieurs axes. Le premier axe, c'est les infrastructures socio-communautaires. Il y a un autre axe sur les mini-centrales solaires, et un autre sur les édifices publics, tout ce qui concerne les ministères, les universités, un autre axe sur l'ensemble des CMA et des CHU du Burkina. Donc au total, ça fait 85 milliards. Et c'est ce programme que nous venons de lancer, en commençant donc par les infrastructures socio-communautaires, et qui va consister donc à hybrider ou en tout cas à électrifier directement la majorité des infrastructures socio-communautaires, notamment les CSPS, les lycées, les CIG et les écoles primaires en électrification donc par voie solaire, photovoltaïque, pour donner accès à l'énergie de base à ces élèves et ces malades, de sorte à ce que, en tout cas, l'offre de services dans ces infrastructures puisse être améliorée. L'électrification par le système solaire pour le ministre va, à n'en pas douter, soulager la nationale de l'électricité. Une grande partie aussi de ces services fonctionnent le jour. Si vous prenez les ministères, vous savez que les ministères fonctionnent en moyenne entre 7h et 16h. Et ça coïncide également avec la présence du soleil. L'ensoleillement au Burkina, ou en tout cas la durée d'ensoleillement, quand vous prenez l'heure où le soleil se lève ou l'heure où le soleil se couche, c'est globalement entre 7h et 16h. Ce qui peut également nous permettre donc de profiter de cette réalité et pouvoir en tout cas doter ces infrastructures de systèmes solaires et de connecter totalement ces infrastructures ou les hybrider avec le photovoltaïque de sorte à ce qu'on puisse profiter au maximum de l'énergie solaire et pouvoir également aussi faciliter la tâche à la Sonabel en pouvoir décharger donc le réseau. Cette première phase va concerner les zones périphériques de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Les entreprises ont 4 mois pour s'exécuter et au bout de 4 mois, il y aura la phase 2 qui va s'étendre à d'autres localités. Professeur Alpha Oumar Dissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez donc de Kimfangé, un village rattaché à la commune rurale de Komsilga, où a été lancé donc le projet d'électrification des villes et campagnes du Burkina. Alors 85 milliards de francs CFA pour ce programme qui se décline en plusieurs axes, on l'a vu. Les financements sont-ils bouclés, monsieur le ministre? Oui, les financements de 85 milliards sont contenus dans le PNDS, dans le Plan national de développement économique et social. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque pour pouvoir atteindre l'autosuffisance énergétique dans la dynamique de la disponibilisation et de rendre l'énergie accessible au niveau donc du PNDS est en bonne place, tout d'abord préalablement dans le programme présidentiel. C'est un axe clé du programme présidentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme a plusieurs axes.
Le programme a plusieurs axes. Nous avons d'abord les édifices publics. Les édifices publics, c'est principalement les ministères, les gouvernorats, les hauts commissariats, les universités, les lycées et collèges, voilà, etc. Voilà. Donc, on a ce volet. On a également le volet des centres de santé, notamment les CMA et les CHU, qui est un volet aussi important. Et ensuite, nous avons le volet également des ménages. Les ménages raccordés sur le réseau, in-grid, ou les ménages qui sont hors réseau, off-grid. Ça veut dire que nous allons donc pouvoir donc offrir des installations solaires à des ménages qui sont soit connectés sur le réseau de la Sonabel ou qui ne sont pas connectés, c'est-à-dire qui sont dans les zones périurbaines ou qui sont dans les zones rurales et qui ont besoin donc d'un accès à l'énergie parce que le réseau de la Sonabel n'est pas encore présent. Nous avons également ce volet et nous avons également le volet des mini-centrales solaires. Des mini-centrales solaires entre 30 et 300 kW crête pour 100 villages. Il faut savoir que ce projet va également pouvoir s'étendre parce que pour le moment, nous avons 100 villages identifiés, mais nous avons d'autres programmes avec la CEDEAO en cours et également avec la BOAD pour étendre à près de 400 villages. Donc, et ces 100 villages sont disséminés sur toute l'étendue du territoire? C'est toute l'étendue du territoire. Nous avons en tout cas une stratégie que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'électrification rurale pour faire ressortir clairement les critères d'électrification rurale, les critères liés d'abord au nombre de populations, et ensuite le critère lié à la proximité du réseau et les critères liés aux activités, je ne sais pas, de commerce ou industrielles qui se produisent dans la localité. Et nous allons mettre toute une stratégie en place liée également à l'exploitation et également donc au système donc, de collecte, de recouvrement, notamment le système de paiement par exemple par téléphone que nous sommes en train de faire un benchmarking à travers le monde. Nous allons aller aussi le Fidji, en Afrique orientale également. Nous avons un certain nombre de pays qui ont déjà expérimenté et ça marche assez bien. Donc nous avons un certain nombre de programmes sur cette ligne également que nous allons pouvoir essayer de mettre en œuvre. Tout pour le tout, c'est de rendre l'énergie accessible et disponible, comme on l'avait dit. Et de façon continue, j'aimerais que vous rassuriez, parce que vous avez parlé de l'énergie solaire et il y a des horaires, mais l'énergie qui sera fournie dans les ménages, tout comme dans les centres identifiés, ce sera de façon continue, même si c'est solaire. Si, c'est des questions qui vont être réglées au cas par cas. Il y a des ménages qui sont déjà raccordés sur la Sonabel. Nous allons faire un système hybride avec un système de double comptage ou quand ils ont besoin de la Sonabel, parce qu'ils sont par exemple en détresse, leur système est en détresse, on compte négativement. Est-ce qu'ils auront un coût, par exemple, à supporter ces ménages-là? Est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils auront un coût à supporter? Non, nous disons que nous allons aller au cas par cas. Les ménages n'ont pas les mêmes bourses. Il y en a qui ont plus de moyens que d'autres. Nous irons certainement à des prises en charge de subventions à hauteur peut-être de 30%, 40%, 50%, 60% en fonction donc des revenus des ménages. Alors, Monsieur le ministre, un mot sur cet intérêt pour des lampes à LED, pour l'éclairage public dans la ville de Ouagadougou notamment, donc l'éclairage qui sera qui va connaître un changement pour des lampes à LED. Quelles sont les zones concernées par ce changement-là? Oui, au fait, nous sommes dans le même programme. Nous venons de lancer le programme d'installation de 3000 lampadaires à LED. Chaque lampadaire permet de gagner environ 150 watts par rapport donc, aux lampes existantes. Et donc, nous allons étendre également ce projet. Pour le moment, c'est les villes de Ouaga et Bobo, mais ce projet également va s'étendre. Mais nous n'allons pas nous arrêter uniquement à l'éclairage public. Nous avons également un projet pilote pour 2 arrondissements de Ouaga, où nous allons donner 2 à 3 lampes par ménage pour que la population essaie les lampes LED, parce que vous avez aujourd'hui des lampes de 40 watts, de 60 watts encore dans que certains ménages utilisent, alors que nous avons sur la place du marché où nous pouvons importer par exemple des lampes de 16 watts ou de 18 watts qui produisent un flux lumineux beaucoup plus important et qui vont consommer moins. Donc nous allons essayer donc de jeter les dés et d'amener les populations dans cette dynamique. Tout pour nous, c'est comme on l'a dit, c'est de mettre en place cette culture de l'efficacité énergétique, que ce soit au niveau des téléviseurs, que ce soit au niveau de la climatisation ou que ce soit au niveau de l'éclairage, que chacun aille vers des appareils beaucoup plus économiques. Les populations gagnent
parce qu'ils économisent dans leur facture d'électricité, mais l'État également gagne parce que la Sonabel se retrouve donc déchargée et donc nous gagnons donc doublement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau pour parler donc de ces différents projets d'électrification conduits par votre département. La suite du journal nous conduit à Bobo-Dioulasso dans les locaux de l'UNPCB. Le climat délétère au sein de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina devrait s'effacer avec l'installation d'un nouvel administrateur provisoire. Il ferait le consensus entre les protagonistes et devrait conduire aux élections des membres du bureau. Lamine Karantao et Momouni Baro nous le présentent. Après 4 ans de fracture au sein de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina Faso, voilà enfin une lueur d'espoir avec la désignation par les deux parties en conflit de l'administrateur provisoire en la personne de André Anatole Yameogo. Il aura pour tâche durant 2 mois de créer un climat favorable entre les deux protagonistes et d'organiser les élections pour sauver la filière cotonnière. Une filière stratégique qui occupe une place de choix dans l'économie burkinabé. C'est une structure qui fonctionne. Il faut gérer les dépenses courantes. Vous savez qu'il y a les salaires qui sont payés. Ce sont des activités qu'on ne peut pas arrêter. Il faut conduire le processus d'élection du département jusqu'au niveau national. Le nouvel administrateur n'est pas un inconnu dans la filière coton, car il est à la tête du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural au Burkina Faso. Il est démontré et confirmé que 2 ennemis arrivent à s'entendre quand ils ont les mêmes objectifs. Par contre, 2 amis ou même 2 frères peuvent se détruire lorsque les objectifs sont différents. Nous avons aujourd'hui cette chance d'avoir des objectifs communs qui sont la sauvegarde de l'UNPCB et surtout la bonne gouvernance en son sein. J'ose espérer que le plus dur est passé et que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Cela dépendra donc de l'engagement de chacun à respecter les accords et tourner définitivement la page de cette crise cotonnière. La ville a accueilli les festivités de la commémoration de l'indépendance du pays. Cependant, Kaya reste toujours aussi dépendante de ses problèmes d'eau. Il faut être éveillé aux aurores pour espérer quelques gouttes du précieux liquide. Un homme s'est fait connaître dans la ville. Il revend tout simplement de l'eau. Suivez plutôt ce reportage signé Souleymane Sanou Tanga Kafando. Autrefois apprenti de camion, Mamoudou Bari a trouvé une nouvelle occupation. Revendeur d'eau au détail. Une opportunité née des travaux du 11 décembre et la pénurie d'eau dans la ville de Kaya. Au début, je vendais l'eau avec les maçons. Donc, comme les ménages n'ont pas d'eau, c'est à cause de ça que j'ai décidé de vendre avec eux. Chacun sort son bidon. Je vends avec lui 50 francs. Moi aussi, pour que je vais arranger ça et puis mettre du carburant, quoi. Voilà, sinon, l'eau là ici, vraiment, c'est pas facile. Souvent, même si mon tricycle est gâté, bon, ça va être 3 ou 4 jours comme ça, les gens là ne peuvent pas gagner d'eau, quoi. Dans la cité du cuir, l'or bleu est rare. Et dans certains quartiers comme le secteur numéro 4, il faut veiller et guetter jusqu'aux heures indues la venue du liquide précieux. Actuellement, depuis 6 ou 7 mois passés comme ça, les coupures d'eau, on ne peut même pas en parler maintenant. Plusieurs, nos soeurs, nos femmes, même nous-mêmes, les chefs de famille, souvent il faut que toi-même tu pars au robinet pour chercher l'eau. Mais c'est à 3 h du matin, 2 h du matin que l'eau vient. Sur tous les secteurs. La situation, l'ONIA en a conscience et dit penser à y remédier dans un plan qui cherche encore financement. Nous avons une station de traitement d'eau de surface où nous produisons actuellement en moyenne 3600 m3 d'eau. Donc nous estimons le déficit qui est estimé à environ 1000 m3 d'eau. Nous avons constaté. On a procédé par réactiver quelques de nos anciens forages qu'on avait abandonnés au profit en fait, du lac Thème. Donc les lacs étant, la production étant dépassée là-bas, nous sommes revenus pour remettre en marche
un certain nombre de forages qui ont quand même un débit acceptable. Et cet apport nous donne déjà environ 400 mètres cubes jour de plus. Donc le reste des déficits est à rechercher. Et pour ce faire, la direction a bien voulu faire une fiche de projet, élaborer une fiche de projet pour y s'assurer des financements. Parce que comme les lacs, c'est de l'eau de surface, et là-bas, les interventions là-bas, ça demande beaucoup plus de moyens. En attendant, les populations de Kaya doivent prendre leur mal en patience, veiller à une gestion rationnelle de la denrée rare et espérer qu'un jour, le projet de l'ONEA se réalisera. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara a relevé de leurs fonctions les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Une décision qui sonne comme règlement de compte au lendemain de la mutinerie des militaires. Pendant ce temps, à l'hémicycle, le président reste Soro Guillaume, réélu avec 230 voix sur 250. Difficile de suivre l'agenda politique actuel en Côte d'Ivoire alors que les événements se bousculent. Après la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lundi matin, Alassane Ouattara a créé la surprise en annonçant le limogeage par décret présidentiel de 3 généraux à la tête de l'armée. Parmi eux, le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des armées et proche de Guillaume Soro. Les autres sont le commandant suprême de la gendarmerie, Gervais Kwaku Kwasi, et Bredoumbia, le chef de la police. Ce désaveu intervient au lendemain de la mutinerie des militaires qui avait provoqué la colère du chef de l'État. Les soldats réclamaient le paiement de primes, mais aussi des changements au sein de leur hiérarchie. C'est donc chose faite. Autre fait marquant du jour, la réélection sans appel et sans grande surprise de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale avec 95,04% des suffrages. Guillaume Soro qui a annoncé une intervention du chef de l'État devant les députés ce mardi. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan occupe désormais le poste de vice-président. Il a été nommé aujourd'hui par le président Ouattara conformément aux dispositions de la nouvelle constitution. Quant au poste de Premier ministre, il échoua à Amadou Gon Coulibaly. À présent, la revue de la presse, plusieurs sujets sont commentés par les quotidiens, notamment le procès en cours au tribunal militaire. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue du jour. La bombe m'a dit à la barre aujourd'hui, l'image est de l'Obs qui commente ainsi. Le caporal Madi Ouedraogo, la vedette du procès des ex-RSP, que tous accusent, va-t-il enfin briser l'omerta, le silence et tout endosser? Ou plaidera-t-il coupable pour une responsabilité partagée, se demande le quotidien. Sa version est vivement attendue pour contribuer à éclater la vérité. Si tant est que cette affaire n'a pas encore fini de dévoiler tous ses mystères, et comme pour confirmer, révèle le journal Le Quotidien, je cite, le sergent-chef Ali Sanou affirme « Il y a des choses à dire et en temps opportun, nous allons dire la vérité au peuple. » Fin de citation. Comment est-ce qu'un taxi-moto se retrouve impliqué dans le projet d'attaque de la MACA? Citoyen note qu'un conducteur de taxi-moto a été cité et a comparu à la barre. Les détails sont à découvrir dans le quotidien d'État, tout comme l'exclusivité d'un incident, constate les éditions Le Pays, qui a perturbé le cours des auditions d'hier lundi. Tout autre chose à présent, et nous restons toujours avec notre confrère du journal Le Pays, qui s'attriste suite à un accident mortel survenu à Bobo-Dioulasso, et l'auteur, lui, a pris la poudre d'escampette. 3 personnes, explique l'Express du Faso, dont un enfant de 2 ans, ont trouvé la mort lors du passage de ce camion-ben chargé de cailloux sauvages. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.